voilà, nous allons reprendre la table ronde sur le financement du système de santé, nouvelle table ronde. Donc, pas de retour à l'équilibre sans innovation et restructuration, a-t-on mis comme titre. La crise sanitaire a franchement aggravé la situation financière du système de santé. Elle a révélé plutôt mis au grand jour les insuffisances du financement et surtout ses incohérences et son manque de visibilité. Le déficit de l'assurance maladie est colossal et la dette s'accroît. Dans ces conditions, quelles peuvent être les solutions? Faut-il laisser filer le déficit ou bien tendre à nouveau vers l'équilibre? Mais dans quelles conditions? Le HCAM propose une programmation quinquennale avec des textes radicalement simplifiés, entre guillemets, sur la base de principes cohérents. Là aussi, je cite. La question, c'est comment construire un ONDAM plus motivant et plus responsabilisant. Mais même si on a un ONDAM formidable, on voit bien que ça ne suffira pas. Autre grand sujet qui n'est pas nouveau, mais qui se tend, comment mieux articuler les rôles respectifs de l'assurance maladie obligatoire et des assurances maladie complémentaires. Le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a demandé en juillet dernier au HCAM pour novembre prochain, je cite, un travail technique approfondi pour construire des scénarios solidement instruits, chiffrés, éclairant les impacts sur les assurés et les employeurs, sur l'assurance maladie et les organismes complémentaires, sur les professionnels et les établissements de santé. Nathalie Fourcade nous en dira peut-être un peu plus. Même si c'est pour novembre. Donc nul doute que ce débat s'invitera dans la campagne présidentielle. Il y a une interview dans les échos d'aujourd'hui justement sur cette articulation. Et évidemment, on se posera la question de la place de l'innovation dans tout cela, l'innovation structurelle, l'innovation technologique, l'innovation médicamenteuse. On voit bien que l'innovation était assez essentielle dans notre secteur. Donc pour un débat de cet enjeu extraordinaire, difficile qu'est le financement du système de santé. Patrick Brottier, qui est président d'Aesio Mutuel, vice-président d'AEMA Group, président du l'UGM Aesio Massif, qui est donc une complémentaire santé, tout le monde l'a compris. Nathalie Fourcade, secrétaire générale du HCAM, donc qui est le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, qui a déjà sorti un rapport en janvier sur l'articulation, mais vous disiez, voilà les options, maintenant débrouillez-vous. Alors le ministre a dit, débrouillez-vous, donnez-moi quelques pistes pour que je comprenne mieux. Dominique Libaud, personnage clé, président du Haut Conseil du financement de la protection sociale, Catherine Reynaud, directrice des affaires publiques Pfizer, et Camilla Van Mal, qui est économiste et analyste des politiques de l'OCDE. Merci. Voilà, alors, je vous propose de commencer avec Dominique Libaud. Vous avez été directeur de la Sécurité sociale, vous connaissez ça d'une façon extraordinairement précise. Vous avez fait un rapport sur la dépendance, mais ça, c'est pour tout à l'heure. Alors, quel est le diagnostic? On le connaît, 30 milliards de déficit cette année, l'année dernière plutôt, 30 milliards encore cette année, l'année prochaine peut-être 20. Comment vous voyez, rappelez-nous quelques chiffres, comme des comparaisons aussi d'autres pays, comment d'autres pays ont réagi à cette crise sanitaire. Quelle est la situation réellement aujourd'hui? Alors, c'est évidemment une très bonne question, et la réponse n'est pas si évidente que ça, en fait. Mais vous avez donné des chiffres déjà qui sont intéressants. 30 milliards d'euros de déficit de l'assurance maladie, c'est considérable, y compris par rapport aux crises précédentes. C'est aussi plus important que les autres branches de la sécurité sociale. La croissance revient, et les échos s'en sont félicités, etc. Et c'est très bien. 6% cette année, peut-être 4% l'année prochaine. C'est très très bien et ça va être une aide considérable. Et pour autant, il faut dire que ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire sur l'assurance maladie notamment. Ça ne va pas suffire parce que donc on a une crise d'une telle importance que ce qu'on appelle une crise des effets ciseaux, c'est-à-dire moins de ressources, mais plus de dépenses. Et donc on a un niveau de base des ressources et des dépenses qui aujourd'hui est très très écarté. Et donc, la croissance ne suffira pas. Effectivement, les prévisions, on attend ce que vont dire la Commission des comptes et les lois financières, mais sans doute aux alentours de 20 milliards pour l'année prochaine. Et voilà, donc ça reste très élevé. Pourquoi je dis que c'est un peu compliqué? Parce que dans la crise, il y a des dépenses exceptionnelles quand même, qui a priori ne sont pas en base, quoi. Donc ne devraient pas se renouveler le jour où la crise sanitaire est vraiment derrière nous. On devrait faire des économies sur les tests, les vaccinations, un certain nombre de prises en charge hospitalières liées, tout ça.
Donc voilà. Et puis il y a des dépenses en base en revanche. Récurrentes, quoi, qui reviennent. Oui. Elles sont en base. Donc là, effectivement. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire la part des choses pour essayer d'évaluer ce qui va se passer. Aussi, alors, deux données, effectivement, pour voir les choses. L'adresse vient de donner les chiffres du financement de la santé en France en 2020, et en rappelant que finalement les dépenses de santé n'ont pas augmenté tant que ça, au total, même assez faiblement, mais en revanche, la part du financement de la sécurité sociale n'a jamais été aussi importante, donc près de 80%. La part des complémentaires santé a diminué et la part le reste à charge des ménages est aussi le plus faible au monde. Le plus faible au monde, il n'a jamais été aussi faible. Ça rappelle que dans la crise sanitaire, en France, plus encore peut-être que dans d'autres pays, l'État et la sécurité sociale, enfin disons la puissance publique a pris vraiment toute sa part finalement. C'est les déficits, la dette publique a augmenté. Les ménages finalement, sur le plan économique, globalement, ils s'en sortent pas si mal que ça. On sait qu'il y a beaucoup d'épargne et ils n'ont pas finalement été mis à contribution sur la santé. Et puis les entreprises, beaucoup finalement vont pas si mal que ça, mais il y a certains secteurs, on le sait, qui sont en difficulté. Mais donc, ce qui sort en difficulté de la crise, c'est effectivement la puissance publique avec son déficit et sa dette. Comment ça se passe par rapport aux autres pays? Parce qu'on pourrait se dire, effectivement, la crise a touché tous les pays. Eh bien, quand même, quand on regarde les comparaisons européennes, notamment, on s'aperçoit malheureusement que la crise a plutôt accentué les écarts sur les finances publiques entre pays européens. C'est-à-dire que dans les prévisions actuelles, et qu'il faut prendre avec précaution, mais il y a des pays dont la dette publique augmente de 16, 18, 20 points entre 2019 et 2022, qui sont plutôt les pays du sud de l'Europe. Et les pays du Nord et certains pays de l'Est, on a plutôt des augmentations de 5-6 points de la dette. L'Allemagne, c'est 12 points, et la France est actuellement, dans les prévisions, 18 points. Donc on est plutôt dans ceux dont la dette augmente beaucoup. Alors pourquoi? Parce que la baisse du PIB a été plus importante en France en 2020 que dans la moyenne des pays européens. Et puis, sans doute aussi pour d'autres facteurs, un peu compliqués à expliquer. Donc, une situation effectivement pas si facile. Et ce qui rend aussi la situation pas si facile, c'est deux éléments. L'un, c'est que les leviers traditionnels de la maîtrise de la dépense, qui ont été largement utilisés auparavant, apparaissent un peu dépassés après la crise sanitaire. C'était quoi ces leviers? Je vais un peu schématiquement, mais on a beaucoup agi sur le fait que les rémunérations, notamment les rémunérations des personnels qui sont solvabilisés grâce à l'assurance maladie, on a limité leur augmentation à l'hôpital, mais aussi dans le médico-social. C'est le rabot, oui. Et donc avec des problèmes d'attractivité ensuite des métiers, et donc des nécessités de rattrapage, etc. Donc on se dit bon, c'est peut-être pas c'est pas la panacée. Deuxième sujet. Effectivement, une maîtrise sur le médicament avec une partie de la maîtrise moi j'assume totalement, en tant qu'ancien directeur de la sécurité sociale, sur les prix, qu'on ait eu une politique effectivement qui revoyait les prix des médicaments anciens et qui n'étaient pas ou le service médical rendu était faible, etc. Mais il faut bien dire effectivement aussi avec des sujets révélés par la crise, effectivement, et donc qui ont mené aux décisions du CSIS et avec donc une vision effectivement de l'économie du médicament qui ne va pas générer les mêmes économies que dans le passé. Donc, alors là, on est sur le diagnostic. On va faire un tour de table sur le diagnostic, puis après, on verra les solutions. On voit que le diagnostic, il est sévère et que les pistes sont sûrement difficiles à trouver. Nathalie Fourcade, donc, vous avez fait un rapport donc, sur l'ONDAM, on va dire, sur un meilleur ONDAM, et puis aussi sur l'articulation. Donc, sur l'ONDAM, d'abord, est-ce que vos mesures, vous pouvez rappeler rapidement, pourraient suffire à faire en sorte qu'on revienne à l'équilibre? Allez-y, ça marche. Ça marche. Alors, qu'on revienne à l'équilibre, c'est pas vraiment le sujet sur lequel on a concentré nos travaux. Justement, si l'ONDAM est plus efficace, on peut imaginer qu'il va permettre de mieux porter l'allocation de ressources là où il faut.
Voilà. Oui, tout à fait. Donc, le constat, mais qui ne concerne pas que le secteur de la santé ou la protection sociale, c'est qu'on a jusqu'à présent une approche de la régulation des dépenses qui était trop court-termiste et qui mobilise trop les leviers budgétaires, et donc au détriment des outils qui permettent d'investir pour l'avenir. Donc, prévention, investissement, et puis aussi investissement dans l'accompagnement de la transformation du système de santé. Donc la régulation jusqu'à présent était plutôt préjudiciable à des actions qui sont coûteuses à court terme et qui apportent des bénéfices à moyen long terme, avec un accent trop fort sur le court terme. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'aujourd'hui, donc, on a des personnes qui sont malades avec des pathologies qu'on aurait pu éviter par la prévention, qu'on aurait pu mieux prévenir. On a aussi des organisations des soins qui sont en partie inadaptées, avec des gisements d'efficience, comme l'a rappelé Thomas Fathomme. Mais à court terme, si on veut changer, il faut en quelque sorte payer deux fois. D'ailleurs, il faut continuer à payer évidemment pour les gens qui sont malades, si on n'a pas su prévenir ces maladies, et puis investir dans la prévention, investir dans la réorganisation des soins, investir tout simplement. Et donc, à court terme, on n'a pas de solution magique. Voilà, on propose un changement du mode de régulation du financement de la santé, qui est pour avoir plus d'efficience. Mais on n'a pas de baguette magique à court terme pour redresser les comptes. D'accord. Et puis là, on va l'aborder maintenant, parce que c'est un peu les deux thèmes de la table ronde de maintenant. C'est l'articulation assurance maladie obligatoire et complémentaire. Donc le rapport de janvier, où il y avait 4 options, enfin 3 en fait, parce que 1, on ne change rien, et 3 autres options, c'est lesquelles ? Alors tout à fait. Alors la première, je serai moins sévère que vous, c'est des améliorations qu'on peut malgré tout proposer dans le cadre de l'architecture actuelle. Et ensuite, 3 options, donc extension du champ d'intervention de la sécurité sociale, un scénario ensuite qu'on appelle à 3 étages, avec un deuxième étage qui est assuré par les complémentaires santé, mais dans un cadre où on accroît encore la réglementation pour acter le fait que dans cette... réglementation qui est déjà assez présente. Mon voisin gauche me contredira pas, oui. Dans cet étage, les complémentaires sont considérés comme un partenaire, comme un acteur indispensable de l'accessibilité financière aux soins, et donc est régulé en tant que tel. Et un 4e étage qu'on a appelé décroisement, où là on essaye de faire en sorte qu'on n'ait plus 2 assureurs systématiquement pour les mêmes soins. Et donc les complémentaires santé pourraient devenir assureurs au premier euro sur un certain nombre de soins pour lesquels elles sont aujourd'hui les payeurs majoritaires. D'accord. Voilà qui est clair. Et maintenant, vous travaillez sur toutes ces hypothèses. Quelles sont les conséquences, à la fois pour les patients, les professionnels, les assureurs complémentaires, etc. Catherine Reynaud, vous êtes de l'industrie pharmaceutique, directrice d'affaires publiques Pfizer. Alors, Thomas Fathomme l'a dit, le médicament a été la cible d'une régulation, une gestion du risque, comme on dit, importante. En 10 ans, le chiffre d'affaires global, 27 milliards remboursés par l'assurance maladie, je crois, était tout à fait stable. Donc il a dit dans son rapport Changer produit que ça allait changer. Et puis puis il y a une mesure là, qui a été mise en place par le président de la République pour que le Ondam médicaments soit augmenté au-delà de ce qui a été prévu. Alors pour vous, est-ce que c'est des bonnes nouvelles ? Est-ce que ça va suffire ? Vous avez un propos très pour l'innovation. L'innovation, ça coûte cher. Qu'est-ce que vous défendez ? Bien évidemment, nous, on va défendre l'innovation. Je crois que votre micro marche peut-être pas. Si, allez-y, marche. Allez-y, regardez, on va peut-être le brancher. C'est bon ? Oui. Oui, bien évidemment, nous, on va être pour l'innovation. Et je crois qu'un des gros enseignements de cette crise, ça a été de mettre en évidence que la science, la recherche, l'innovation étaient des leviers pour la relance économique, et que finalement, il valait mieux faire le choix de l'innovation, miser sur l'innovation pour garantir à plus long terme la pérennité d'un écosystème. Avec les vaccins, là, vous êtes bien servi pour le coup. Exactement. Mais je veux dire, je ne parlerai pas des vaccins, je parlerai non, mais c'est un exemple d'innovation qui permet de... dans sa globalité. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, l'innovation, c'est pas que l'innovation thérapeutique, c'est aussi réglementaire, financière, organisationnelle. Donc, comme vous le dites, les annonces qui ont été faites dans le cadre du CSIS vont dans le bon sens.
les engagements du président dans le plan Innovation Santé 2030 sont très positifs pour nous et très ambitieuses. Elles font vraiment le choix de l'innovation, avec derrière peut-être 2 points qui sont importants pour nous. Le premier, enfin pour tout le monde d'ailleurs, c'est une vraie volonté de mettre les moyens. Parce que, donc vous l'avez dit, il y a des promesses sur la croissance avec un Ondam à 2,4%. Il y a également des promesses sur les délais, sur de la simplification des process et des gros investissements au niveau de la recherche. Et tout ça, ça va permettre de faire cet écosystème favorable à l'attractivité. Je vous donne un exemple sur ce point qui sont les essais cliniques. Alors, les essais cliniques, c'est quand même des investissements pour les hôpitaux. Et c'est aussi le premier temps d'accès à des médicaments pour les patients. Pendant la crise Covid, les relations se passaient différemment. Donc, tout a été simplifié. Les essais cliniques ont été mis en place avec de nouveaux outils pour que ça se fasse à distance. Et maintenant, certains pays, finalement, conservent ça. Donc, on voit bien derrière que les pays qui vont faire le choix de moderniser l'hôpital, d'investir pour qu'il y ait ces systèmes-là, ne seront pas les premiers pays choisis pour les essais cliniques, ce qui serait quand même dommage. Donc voilà, il y a déjà pour moi le premier point important, c'est la volonté, les moyens. Et l'autre point important, c'est finalement de se poser les bonnes questions pour anticiper les différents défis de notre système de santé. Donc il y a, j'ai 2 exemples qui sont assez opposés. Les innovations de rupture avec les thérapies géniques, où là, on a des produits qui sont des espoirs immenses pour les patients et qui, en même temps, il faut en être conscient, vont avoir un impact budgétaire et sur l'organisation des soins qui n'est pas moindre. Donc ça veut dire que déjà, il faut commencer à penser collectivement quels sont les modèles qu'on met derrière ça, les modèles économiques qu'on va vouloir développer pour assurer la soutenabilité du système et que les patients aient quand même accès à ces innovations. Et l'autre point que je voulais aborder, enfin l'autre exemple que je voulais aborder, c'est les antibiotiques, parce que on parle souvent des produits, des vieux produits, qui ne rapportent plus grand-chose, mais je pense que l'antibiotique c'est quelque chose qui est à part et que là aussi l'innovation, enfin le financement c'est pas que l'innovation, c'est quelquefois se dire ah oui, on a besoin quand même de conserver un arsenal d'antibiotiques, on n'est pas en capacité de se dire quelle va être l'évolution des résistances, quelles vont être les nouvelles maladies qui vont apparaître. Donc je pense que là aussi, il y a des choses à trouver collectivement, que ce soit des achats au niveau de l'Europe, que ce soit des nouveaux temps de commercialisation, pour finalement garantir qu'on garde ces vieux antibiotiques que, en gros, personne n'utilise à un moment. Voilà, je pense que ça, c'est déjà les constats qu'on peut faire. D'accord. Alors Patrick Brottier, vous êtes un peu l'homme de la situation, je dirais, parce que, en fait, le rôle des complémentaires santé est à nouveau débattu. Vous êtes en bagarre avec les pouvoirs publics sur la taxe que vous devez payer sur l'année dernière et sur cette année, en considérant que vous avez fait des économies, ce que confirment d'ailleurs les chiffres qui ont été publiés ce matin sur les 209 milliards de dépenses de santé, l'assurance maladie 80%, nous rappelait Dominique Hibaud, et puis 6,5% pour le reste à charge. Donc il y a cette dimension-là. Et puis donc de nouveau l'articulation assurance maladie obligatoire, assurance maladie complémentaire, qui est de nouveau dans le débat, qui est apparemment poussé par le ministre de la Santé. Alors, sur la situation, alors bon, après c'est on ne va pas rentrer dans les bagarres de chiffres, mais sur le conceptuel et sur la vision que vous avez de l'avenir des assurances maladies complémentaires, on vous écoute. Déjà peut-être partir, bonjour à toutes et à tous, effectivement de ce qui a été décrit et puis de la comparaison avec d'autres pays, parce que finalement elle est assez illustrative de ce qu'on est capable de faire comparativement aux autres pays. Ça a été dit par Dominique Libaud, mais les études montrent que le reste à charge effectivement dans notre pays est le plus bas de tous les pays de l'OCDE. Et du coup, c'est un premier point. Et l'articulation entre la sécurité sociale et les acteurs que nous sommes
permet certainement aussi, quelque part, de produire ce résultat. C'est très important parce que c'est quand même un élément qu'on valorise assez peu, peut-être parce qu'on a une propension dans notre pays à parler plus facilement de nos bonnets d'âne que de nos podiums. Mais c'est vrai que c'est quand même une capacité. On investit beaucoup dans le système de santé, comme les Allemands, par exemple, mais ça produit quand même ce résultat. Et si d'ailleurs on se compare à des pays voisins qui ont une organisation étatique, le Royaume-Uni ou l'Espagne, même si l'Espagne est articulée avec les régions, les restes à charge dans ces deux pays sont beaucoup plus élevés que les nôtres. Et on va dire que l'égalité en termes d'accès financier aux soins n'est pas plus gagée que dans le nôtre. Ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est vrai que moi le vrai défi qui nous est au-delà même, effectivement, après de l'articulation, de la recherche d'efficience, et donc du coup des marges de progrès qui sont disponibles et du coup des préconisations qu'on pourrait avoir et des modalités concrètes pour les traduire, c'est que on est confronté à un vieillissement de la population et donc à les maladies chroniques, le poids des maladies chroniques est le moteur de la dépense. Et finalement, quelle sera notre capacité à créer suffisamment de richesse dans le temps pour finalement soutenir l'évolution des dépenses? C'est la vraie question qui est posée à tous les pays et qui est posée aussi aux nôtres. Et du coup, quel rôle on peut jouer? Je pense que la crise a montré que notre pays avait une capacité curative élevée, au-delà même de son organisation, et qu'on a, en termes de prévention, même si on a, dans la gestion de la crise, mobilisé, et ça a été souligné par Thomas Fatoum tout à l'heure, on a mobilisé des capacités exceptionnelles sur ce champ, mais c'est vrai qu'on a une culture prévention qui est faible, et on a un investissement sur ce champ qui l'est aussi. Et du coup, c'est sans doute demain un des éléments sur lesquels il va falloir mobiliser. Nous, du coup, on considère dans le champ des complémentaires qu'on a un rôle à jouer, et singulièrement les mutuelles, puisque ça a été dit aussi, l'idée c'est de rendre les gens acteurs de leur santé, et nous, dans notre modèle, on veut aussi les rendre acteurs de la gouvernance, y compris d'ailleurs d'établissements d'offres de soins et d'accompagnement dans les territoires, ce qui permet d'avoir des implications populationnelles qui sont intéressantes, nous semble-t-il, parce que c'est toujours mieux de gouverner avec que de gouverner sans, et surtout dans un pays qui est très fracturé. Du coup, on pense qu'on peut mobiliser, je vais donner un exemple concret avec une innovation par exemple qu'on est en train de pousser. On est rentré, je pense, dans un cycle, et ça a été évoqué aussi cet après-midi, où il y a la révolution de la prévention personnalisée, de l'accompagnement personnalisé qui va être poussé par la technologie. L'idée, c'est comment on la rend atteignable à tous en la mutualisant, c'est-à-dire en conjuguant cette personnalisation avec des capacités qui rendent son accès possible à tous. C'est un vrai défi, on pense qu'on a un rôle à jouer dans cette perspective. Et pour donner une capacité concrète qu'on essaie de développer, à Saint-Étienne, dans une ville que connaît bien Dominique Libaud, on a déployé avec l'école des mines de Saint-Étienne un jumeau numérique de la personne en situation de perte d'autonomie pour projeter, en fait, en fonction de l'évolution du risque qu'on appréhende pour chaque individu, un accompagnement et une prévention qui va lui permettre de cultiver son capital autonomie le plus longtemps possible pour, si c'est possible, lui permettre de rester chez elle jusqu'au terme de sa vie. Et c'est vrai que ça préfigure, j'allais dire, d'évolutions concrètes qui seront très riches, très porteuse pour chaque individu de capacités nouvelles et très porteuse aussi finalement d'un investissement collectif qui peut permettre une amélioration de la situation de chacun, une amélioration aussi de la situation des aidants, des économies potentielles qu'on pourra mobiliser ailleurs et possiblement une transformation du système avec des logiques où la prévention sera au cœur du système de santé et aussi de son financement. D'accord. Alors, il y a déjà, on esquisse le début des solutions. Camilla Van Mal, donc vous êtes de l'OCDE, donc vous allez nous parler de, alors pas tous les pays de l'OCDE et tout ce que font ces pays de l'OCDE, mais un peu en comparaison avec la France. On rentre dans le tour de table, leur tourne sur les solutions déjà. Comment la France a traversé cette crise par rapport à son financement? Dominique Libaud nous a dit quelques mots par rapport aux autres pays. Et puis, qu'est-ce qui se passe bien? Quels sont les exemples, les leviers dont on pourrait s'inspirer des autres pays de l'OCDE? Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité à cette table ronde. Donc moi, je vais vous faire voyager effectivement à travers différents pays de l'OCDE et mettre la France dans ce contexte international. Donc on a déjà dit plusieurs fois, mais quand même, je pense qu'il est bon de rappeler qu'en France, on a un système de santé qui est quand même excellent, d'où le reste à charge est parmi les plus faibles au monde, où nous obtenons des résultats en termes d'espérance de vie, de curabilité, etc., qui sont absolument au premier niveau. Mais évidemment,
un tel système de première catégorie a un coût. On est aussi parmi les pays de l'OCDE qui dépensons la plus grande part du PIB pour notre système de santé. Donc en France, on est autour de 12% du PIB en système pour la santé. Donc je parle hors Covid parce que c'est un épisode quand même particulier. Alors que la moyenne est d'un petit peu moins de 9% dans les autres pays de l'OCDE. Et ça se traduit aussi par une part de la santé dans les dépenses publiques qui est supérieure à celle d'autres pays de l'OCDE. Ceci étant dit, le challenge de ce que nous, à l'OCDE, on appelle la soutenabilité des systèmes de santé, et pas tant l'équilibre, parce que quand vous parlez d'équilibre, il y a vraiment une notion d'équilibre entre des recettes spécifiques pour la santé et les dépenses de santé. Or, dans beaucoup de pays, la santé est financée par le budget général du pays. Donc la santé est discutée en même temps dans le même budget que l'éducation, la transition écologique, etc. Donc nous, on parle de soutenabilité des systèmes de santé pour que les dépenses soient en cohérence avec le système de santé que collectivement on veut avoir et ce qu'on est prêt à payer pour l'avoir en termes de prélèvements obligatoires et en termes de part des dépenses dans le PIB. Et donc, de ce côté-là, c'est un challenge partagé, à tel point que l'OCDE a créé ce réseau des directeurs du budget de santé, ou qu'on appelle aussi le réseau de soutenabilité des systèmes de santé, parce que les différents pays se posent ces mêmes questions. Alors malheureusement, on n'a pas beaucoup de recettes miracles, mais il y a effectivement des points que l'on peut dégager. Et donc d'une part, par exemple, les pays se demandent comment déterminer le budget de santé, à quel doit être le niveau des dépenses de santé. Et sur ça, on vient de faire une étude récente, justement à la demande du HCAM de la France, pour comparer comment les différents pays déterminent ce niveau de santé, de dépenses de santé. Et on voit que dans certains pays, c'est vraiment une décision politique. Au Royaume-Uni, il n'y a pas un système formel, alors qu'à l'autre bout du spectre, en Israël, par exemple, il y a des critères très formels, très stricts et très prévisibles pour l'augmentation des dépenses de santé, qui prennent en compte, d'une part, l'évolution des coûts des facteurs de santé, et la manière dont l'évolution de ces différents coûts va impacter le budget de la santé est déterminée dans une loi qui n'a pas été modifiée depuis 2014. Donc une fois que l'Institut statistique donne les différentes valeurs, c'est très facile de déterminer ce montant-là. Le deuxième élément qu'ils prennent en compte, c'est la croissance démographique. Et là, c'est un accord de gouvernement de quel va être l'impact de la croissance démographique sur les dépenses de santé. Pendant quelques années, ça a été de 0 parce qu'il y avait des contraintes budgétaires. Aujourd'hui, c'est 1 pour 1. Donc un accroissement démographique de 1% entraîne un accroissement de 1% du budget. Et la troisième partie de la négociation, c'est comment on prend en compte les nouvelles technologies, quels sont les nouveaux traitements et médicaments qui vont être financés. Et là, ça me paraît très intéressant la manière dont ils le font, c'est qu'ils déterminent d'abord le budget global qu'ils veulent dépenser pour ça, et ensuite, un comité qu'ils appellent le comité des médicaments se réunit pour déterminer quels seront les nouveaux traitements qui vont être inclus dans l'offre de soins. Et donc, ça donne un pouvoir de négociation assez fort au gouvernement par rapport aux laboratoires, qui savent très bien qu'ils doivent rentrer dans ce panier de soins pour être remboursés, et que le budget global est capé. Donc ça, c'est juste un exemple pour la détermination du budget de santé. Et dans les tendances récentes qu'on voit, c'est que beaucoup de pays sont en train de mettre en œuvre aussi des réformes structurelles importantes. Ils n'arrivent plus à obtenir un petit delta à la marge et ils repensent fondamentalement le système de santé. C'est le cas notamment en Nouvelle-Zélande. Alors, je ne sais pas parce que je cite un pays que je dis qu'il faut faire pareil, hein, attention. Mais la Nouvelle-Zélande, par exemple, va recentraliser son système de santé, fusionner les 20 caisses régionales de santé qu'ils avaient dans un organisme qui sera sous la tutelle du ministère de Santé. Donc ce que je veux montrer, c'est que c'est vraiment une réforme structurelle du système qu'ils sont en train de mettre en place. Nous, on veut plutôt faire l'inverse, mais enfin voilà. Certains, tout le monde. Donc c'est pour ça que je dis, c'est pas parce que je cite un pays que je dis qu'il faut le faire. Nous, on est déjà bien centralisé, c'est bien. Voilà. Mais sinon, on une chose... se restructurer, on l'a déjà fait. Un point qui est aussi intéressant, c'est la tendance très forte qu'on voit pour une programmation pluriannuelle des dépenses de santé. L'Angleterre vient de voter un budget de 5 ans pour son assurance santé, 2019-2024.
La Belgique est en train de mettre en place un budget de 3 ans, 2022-2024. Et donc ça, c'est un outil qui est vu justement pour pouvoir focaliser plus sur le moyen terme, ne pas regarder simplement les dépenses et les gains qu'on peut avoir l'année prochaine, et essayer de prioriser ces éléments qui passent souvent à la trappe, comme la prévention et les soins. Voilà. Merci. D'accord. On reviendra vers vous pour la conclusion. Dominique Libaud doit partir pétante à 5 ans, donc on va lui donner la parole maintenant. On pourra continuer un petit peu parce qu'on a commencé un petit peu en retard. Dominique Libaud, donc sur les solutions, vous en avez 3 solutions. Je ne vais pas les dire, vous allez nous expliquer lesquelles, mais vous prenez le retour à l'équilibre, mais pour qu'il y ait le retour à l'équilibre, il faut trois éléments pour pas qu'on fasse la politique du sapeur camembert. Alors j'avais dû dire ça dans la préparation, il faut que je me souvienne moi-même effectivement de ce que j'ai. Mais je les ai là, je peux vous alors les si vous les avez, moi je dis généralement anticiper. La première chose, c'est que je pense que tout est d'accord pour anticiper. Ce qui est inclut le pluriannuel, ce qui inclut la prévention, mais va aussi au-delà. Par exemple, anticiper pour moi, c'est anticiper les besoins aussi de la population. Et par exemple, évidemment, le vieillissement de la population, quoi. Moi, je suis très frappé que je suis pas sûr qu'on ait une stratégie claire aujourd'hui pour votre sujet, c'est 2025 ou on regarde 2030. Quels sont les besoins de la population? Est-ce qu'on anticipe suffisamment notre organisation, notre offre par rapport à ces besoins? Je rappelle qu'entre 2020 et 2030, ne serait-ce que sur cette décennie, les 75-85 ans augmentent de plus de 50% en France. C'est quelque chose, c'est pas les mêmes besoins de santé que des générations plus jeunes. 2020-2030, les plus de 75-85 ans, la génération 75-85 ans, ça augmente de 50%. Ah oui. Et donc les plus de 85 ans, ça a augmenté considérablement après 2030. Voilà, c'est pas les mêmes besoins. C'est pas les mêmes besoins. Il faut se projeter en disant comment on peut effectivement, et parce que tout ça prend du temps. Et autrement, on est sans arrêt dans l'urgence, dans la crise. Et ça coûte cher, la gestion de crise. Donc, il faut anticiper. Donc, ensuite, il faut être cohérent. Alors, je fais juste une petite insiste. Le think tank économie santé du groupe Les Échos a fait sa recommandation l'année dernière sur la prospective en santé. Oui, tout à fait. Et s'inspirer des militaires qui font des plans. Et on avait convoqué le Haut Commissariat au plan, justement, avec M. Thiers, qui était venu à nos discussions. Et vous aussi, d'ailleurs, vous aviez introduit... Oui, tout à fait. Alors, non, mais il faut anticiper, on est d'accord. Mais vous nous avez des choses très, très fortes. C'est augmenter les prélèvements obligatoires. Hein. On n'y échappera pas. Alors, je dis... Enfin, ce que je veux dire, c'est... Je pense qu'il va falloir... sans doute, au moins de façon provisoire, un peu plus de ressources pour le système de santé. Voilà. Notre diagnostic, c'est à la fois qu'il y a des gains d'efficience possibles. Quand on regarde la comparaison par rapport à d'autres pays, 12%, il y a des pays qui font aussi... qui ont des très bonnes performances de santé publique en dépensant moins. Je pense à l'Espagne, par exemple. Je donne un petit exemple sur la vaccination personnes âgées. Eh bien, l'Espagne est meilleure que nous. Alors, pourquoi? Parce qu'ils ont un système très intégré, à mon sens, très intégré santé sociale. Donc, à mon sens, on doit pouvoir travailler sur un certain nombre de points d'efficience, notamment qui rejoignent la santé des plus fragiles, des précaires, etc., sur lequel on a des fortes inégalités, la prévention et la meilleure organisation du système. Je suis plus ambitieux que la table ronde précédente sur ville-hôpital. Enfin, je partage totalement, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin sur la prévention, par exemple. Par exemple, le professeur Velas, en Occitanie, commence un gros partenariat entre le CHU et toute la ville, effectivement, sur la prévention populationnelle dans la démarche dite ICOP, mais aussi sur le bien vieillir à domicile. Demain, il faut qu'on arrive à trouver une coopération, donc ville-hôpital, qui soit pas seulement sur l'urgence. Ça, c'est très bien. Mais enfin, je veux dire, il faut une coopération dans la durée pour la maladie chronique. Alors, Dominique Libaud, vous devez partir à 5 ans, donc je vais vous aider. Il faut plus de financement pour le système de santé. C'est-à-dire, il y a des gains possibles, mais ça va prendre du temps. Le sujet, c'est sans doute... dans une période transitoire, si on veut revenir à l'équilibre,
il faut sans doute un peu plus de ressources pour le système. Alors moi, ce qui me frappe un peu, c'est la schizophrénie quand on dit santé, innovation. Alors, tout le monde va dire oui, il faut vraiment mettre de l'argent, mais dès qu'on tombe sur le sujet assurance maladie qui finance 80% du système, attention, prélèvement obligatoire, etc. Donc voilà, il faut c'est les deux mêmes faces du même sujet, quoi, et les mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on veut exactement? Et moi, je pense que oui, il va sans doute falloir peut-être un peu plus de ressources pour le système. C'est-à-dire que, en tout cas, l'équilibre, je ne crois pas à ce que, par la seule maîtrise des dépenses, on dit on est à 30 milliards, peut-être 20 milliards demain, et que les pouvoirs publics arrivent avec la présidentielle en disant, vous savez, chers amis, on va revenir à l'équilibre par la maîtrise des dépenses en 3 ans. Non, ça, j'y crois pas très bien. Donc, augmenter les prélèvements obligatoires, arbitrer augmenter les prélèvements obligatoires ou, du côté du HFIS, on disait peut-être un arbitrage entre la gestion de la dette et la gestion des déficits courants, parce que le choix a été fait pour l'instant de dire on va rembourser la dette générée par le Covid, et donc on met beaucoup d'argent là-dessus, 17 milliards d'euros par an. L'argent de la CADES, l'argent de la CADES. Moi, je trouve que c'est très bien, c'est très vertueux, mais je dis, si on ne résout pas le problème des déficits courants, ben, c'est un peu inutile de rembourser une dette, parce que le déficit se remplit à nouveau. Quoi. Donc la priorité dans notre système de financement, qui effectivement est différent de ceux d'autres pays, avec effectivement des caisses spécifiques, des notions d'équilibre, eh bien, c'est effectivement de rééquilibrer le système avant de penser à rembourser la dette, parce que autrement, effectivement, c'est un peu ça risque d'être un peu la politique du sapeur Camembert, quoi. Voilà. Alors j'ai posé la question à Thomas Fatoum qui a dit que c'est un sujet du débat présidentiel. Oui, bien sûr. Mais je pense que ce type de débat qu'on fait aujourd'hui est de nature à nourrir le débat public, et effectivement à permettre au débat voilà. Mais je pense qu'il faut être cohérent effectivement sur ce sujet. Et donc effectivement, il y a plusieurs possibilités qui sont offertes. Mais je pense qu'effectivement, pour la confiance d'un concitoyen, pour la soutenabilité du système social en général, effectivement, dont je crois qu'on a des raisons quand même d'être content, fier, etc., avec toutes ces nécessités d'amélioration, oui, je pense qu'il faut donner des perspectives, effectivement, au moins à moyen terme, effectivement, d'équilibre du système. Le déficit de 3 années, ça fait 80 milliards, donc on ne va pas les rembourser comme ça avec un peu plus de croissance. Ça va être, encore une fois, heureusement la situation s'améliore. Moi, j'attends de voir les projections qui vont venir avec les lois financières. Encore une fois, moi, je suis un petit peu prudent parce que c'est vraiment très compliqué. Et donc, mais voilà, je suis à peu près sûr, évidemment, qu'ils ne vont pas s'effacer, les déficits. Il va en demeurer de façon importante. Et donc, oui, il va falloir prendre ça en considération dans le pilotage global. Et encore une fois, je dirais presque, pour moi, le sujet, c'est, au-delà de la santé, c'est comment on va gérer, encore une fois, le vieillissement de la population française. C'est ça le vrai sujet, la transition démographique, avec ses impacts sur la santé, ses impacts sur la retraite, ses impacts sur la dépendance, donc sur la perte d'autonomie. Je pense que c'est cette politique cohérente du vieillissement de la population française que j'appelle de mes voeux. Et c'est que si on a cette politique cohérente, je pense qu'on a des atouts, effectivement, pour trouver des solutions. C'est ça qui est vraiment le sujet important. D'accord. On peut vous libérer les 49. Oui, on a tenu nos engagements. On a encore quelques minutes. Nathalie Fourcade, on va rentrer dans les conclusions. Qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir soutenir, avoir une soutenabilité du système de santé? Nathalie Fourcade, Camélia Vanmat disait l'évolution des dépenses de la santé dans certains pays, je crois que c'est en Angleterre, il y a un calcul très précis. En France, on dit ça augmente de 4%, on doit mouiller, et puis il faut baisser à 2%, il faut réduire l'augmentation, ça augmente quand même, mais ça repose sur aucun critère. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous avez travaillé ? Oui, tout à fait. C'est vraiment le cœur des recommandations du rapport qu'on a publié au mois de juin. Dire qu'il faut se doter d'une trajectoire qui puisse s'articuler donc dans un cadre pluriannuel, objectifs de santé, services à rendre à la population et les moyens humains, matériels et financiers pour atteindre ces objectifs. Parce qu'aujourd'hui, on a des objectifs, mais tant qu'on ne met pas en face les moyens dont on va se doter pour les atteindre, ces objectifs peuvent rester relativement incantatoires. Et de même, on a des objectifs de dépenses, mais si on ne met pas derrière exactement ce qu'on va financer, on s'expose au risque, par exemple, qu'on a observé dans la décennie passée, d'avoir une politique de maîtrise des dépenses qui, au bout d'un moment, trouve ses limites et avec la nécessité d'injecter massivement de l'argent public. Et on dit qu'il y a des façons plus efficientes de gérer la dépense. L'ONDAM va être publié dans quelques jours, le PLFSS, tout le moins. Est-ce que vous avez été écouté ?
Est-ce que vous savez? Est-ce que vous avez des relations avec les pouvoirs publics? On a vraiment... Non, je trouve... Moi, je suis très... satisfaite de ce travail qu'on a mené donc avec les membres du HCAM, dont les administrations. Vous êtes content de ce que vous avez fait? C'est bon, c'est déjà ça. Non, du travail collectif des membres du HCAM, je dirais ça. Est-ce que vous avez été écouté alors pour la construction du PLFSS? C'est des travaux, alors ça c'est un point sur lequel je voulais insister, c'est des travaux qui demandent un investissement massif dans la connaissance, vraiment à tout point de vue, donc dans la connaissance, dans la prospective, dans la connaissance, quel est l'impact du niveau d'Ondam qu'on fixe sur la situation économique des agents, et aussi de façon plus générale sur comment est-ce qu'on peut s'organiser pour définir cette trajectoire, la décliner, sans que ce soit une planification trop rigide, tout en gardant des marges de flexibilité. Donc c'est un travail énorme qu'il faut mener, à la fois sur le plan technique, sur le plan organisationnel, et on n'est pas arrivé au bout. Voilà. C'est pas gagné, quoi. Non, c'est pas. Non, on dit juste que c'est faisable, mais qu'il faut s'en donner les moyens. D'accord. Et voilà, et on voit que c'est une réflexion commune avec beaucoup de Patrick pays. Bautier, donc les solutions. Bon, alors vous, complémentaire santé, vous êtes un peu attaqué de toutes parts. Qu'est-ce qui, alors vous l'avez déjà dit, mais en conclusion, qu'est-ce qui fait peut-être une adaptation, une évolution des complémentaires santé? Parce que vous dites la prévention, mais on a l'impression que chaque complémentaire santé fait un peu de prévention, mais qu'il n'y a pas forcément de vision globale. Enfin, on a du mal à voir. Est-ce que c'est assez bien évalué, etc. Donc l'avenir des complémentaires santé dans cet environnement difficile, il repose sur quoi? Alors, d'abord, sur le fait qu'on est attaqué, il y a eu une enquête de l'IFOP toute récente qui montre que, notamment pendant la période de crise, finalement, on a une reconnaissance de notre capacité d'accompagnement auprès des personnes qu'on protège qui est vraiment forte, peut-être plus forte encore que celle de l'État, et ça montre quand même qu'on joue un rôle, même si on est critiqué, qui est reconnu par les personnes que nous protégeons. Donc, pour être très concret, effectivement, sur la prévention, je pense qu'il faut qu'on change de braquet. L'idée, c'est de flécher les financements parce que c'est un investissement d'abord pour chacun et pour tous, et du coup qui permettrait sans doute d'avoir des leviers qui sont intéressants. Encore faut-il évidemment qu'on change de braquet aussi au plan financier. Dans les éléments sur lesquels on réfléchit, à l'échelle du groupe AEMA, donc à ISIO, et aussi en lien avec par exemple la Mutualité française, on se dit que il y a dans le cadre, par exemple, de l'accord national interprofessionnel de 2016 qui a été négocié par les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux avaient conçu le fait qu'on pouvait, dans le cadre des branches professionnelles, mobiliser une partie de la cotisation, 2%, sur les enjeux d'action sociale et de prévention, et du coup flécher une mobilisation financière au service de cet enjeu, en plus de ce qui est bien sûr mobilisé au niveau de l'assurance maladie obligatoire. On pourrait, pourquoi pas, concevoir soit en modulant la fiscalité, parce qu'elle est élevée, on en parle, elle représente plus de 14%, la fiscalité qui est imposée. Elle augmente régulièrement. Exactement, donc soit en jouant sur ce levier, soit en demandant cet effort contributif à nos concitoyens. À la fois mobiliser en laissant un peu au service des priorités de santé publique, évidemment, et l'évaluer dans le temps, mais aussi laisser un peu de latitude. Je vous disais, les initiatives qu'on est capable de prendre, des innovations qu'on est capable d'accompagner, qui ont un sens, qui impliquent aussi la population dans les territoires. Et en plus, Dominique Libaud disait à raison, on a à faire face à l'enjeu du vieillissement de la population. Nous, justement, on essaie de conjuguer notre mobilisation au service de la santé et au service de cet enjeu parce qu'ils sont liés. Si on veut demain avoir des établissements qui soient des pôles ressources vers le domicile, puisque c'est l'aspiration de chacun de pouvoir y rester longtemps, encore faut-il qu'on construise des solutions où les professionnels soient en nombre suffisant et en capacité d'agir, soient correctement rémunérés, et qu'on ait des modalités technologiques qui permettent aussi cet accompagnement, cette prévention personnalisée, adaptée aux besoins de nos concitoyens. Nous, clairement, c'est des domaines dans lesquels on travaille. Concrètement, on est en train de passer à l'échelle sur un certain nombre Et donc, on pense qu'effectivement, en conjuguant des financements qui seraient fléchés sur cet enjeu et des capacités concrètes d'innovation et de déploiement, on peut avancer à condition que nos capacités concrètes ne soient pas trop encadrées, trop régies et atteignent finalement toute notre capacité d'initiative qui est intéressante dans l'articulation du système français, pensons-nous. Est-ce que vous avez un avis sur les 3 scénarios du HCAM? Est-ce que vous préférez amélioration d'existant, un secteur où vous êtes à 100% au premier rang, comme c'est demandé dans les Échos ce matin par la présidente de la Fédération française des assurances, ou pas grand-chose? Alors, nous, en tout cas, il y a un scénario face auquel on s'oppose vraiment, c'est celui de l'étatisation complète du système. Pourquoi? Parce que même si Dominique Libaud a dit à raison
raison. Par exemple, dans l'organisation des soins en Espagne, il y a des éléments qui sont très intéressants. Par contre, dans le reste à charge, c'est 3 fois plus qu'en France. Donc, il faut bien voir de quoi on parle. Vous, on dit que vous êtes un peu inefficient, que les jeunes, les vieux, les chômeurs... non, mais après, non, je pense pas, parce qu'il y a un économiste de la santé qui est décédé l'année dernière, qui était Claude Le Pen, qui avait parfaitement démontré nos coûts unitaires de traitement de prestations sont équivalents à ceux de l'assurance maladie obligatoire. Simplement, nous, on est une entreprise privée. Donc on est obligé d'avoir des résultats équilibrés. On est même supervisé pour ça, parce que tous les engagements que nous prenons vis-à-vis des assurés, il nous faut les honorer. Il faut qu'on soit capable de le gager par rapport à un système de supervision qui encadre notre activité. Donc on a un rôle complètement... On paye des impôts, et on verse des taxes aussi qui permettent finalement au système de se financer dans son ensemble. Donc on n'est pas l'État, hein. On est complémentaire et on a une capacité justement qui peut utilement enrichir celle de l'État à laquelle on est attaché via la sécurité sociale. Donc le troisième scénario, c'est non. Et entre les deux premiers, c'est-à-dire améliorer l'existant et avoir des secteurs au premier rang. Je pense que là aussi, je vais rebondir sur l'anticipation, le besoin d'anticipation. On sait que dans notre pays, donc on va vers un vieillissement de la population. Et une des questions qui peut se poser, c'est la soutenabilité de la dépense pour les personnes les plus âgées, avec effectivement l'augmentation des dépenses de santé en vieillissant. On pourrait là aussi peut-être réfléchir à de nouvelles modulations. La fiscalité peut être un levier, peut-être en modulant la fiscalité en fonction de l'âge des individus pour aussi finalement minorer la capacité contributive de le taux d'effort, on va dire, des personnes qui vieillissent et du coup rendre plus soutenable le système. Vous voulez taxer les jeunes, ça va Non, pas. je dis pas taxer les jeunes, mais là aussi c'est une façon aussi peut-être de créer de la solidarité intergénérationnelle et peut-être des capacités qui sont audibles. Il ne s'agit pas de maltraiter les uns pour préserver les autres, il s'agit de trouver des modalités qui soient soutenables pour tous. Et on est de futurs vieux si tout va bien, et donc on a intérêt aussi quelque part à rendre dans toute la démographie la soutenabilité, d'essayer de la gager. Donc on peut le faire comme ça, on peut le faire en jouant sur d'autres leviers auxquels on réfléchit, sur lesquels on fera des propositions. Et finalement on préfère sur des enjeux concrets essayer de proposer plutôt que de scénariser. Est-ce qu'il faut un étage où on décorelle, est-ce qu'il faut parce que ça dépendra aussi chaque fois d'une part du niveau de liberté qui nous sera effectivement consenti et du coup de la capacité effective d'action qui en découlera, et deuxièmement aussi si vous voulez, c'est une chose de prévoir. Si par exemple ça se traduit comme ça a été le cas dans certains pays où on a des étages qui sont très contraints et puis on a une libéralisation à l'étage au-dessus avec par exemple une sélection ou une tarification en fonction de l'état de santé, même sur cet étage-là, c'est pas forcément mimieux en termes d'égalité d'accès aux soins. Donc il faut bien que la population soit consciente des conséquences que ça peut emporter. D'accord, merci. Catherine Reynaud, conclusion, alors en une phrase comme monsieur. Non, mais peut-être en 2 phrases quand même. Ce qu'on a entendu, c'est que le financement du système, finalement... Plus près le micro, peut-être. Pardon, c'est bon ? Oui. Était multidimensionnel et ne doit pas être vu que sous le prisme économique, et qu'on voit bien que derrière, il y a toute la valeur qui est créée pour le patient, pour la société, qui doit être pris en considération. Et moi, ce que j'ai dit au départ, et le levier pour nous qui est évident, c'est l'innovation, et qu'on doit tout faire pour créer ce cercle vertueux qui est finalement innovation, investissement, croissance économique. Donc nous, on a eu des signaux très très positifs avec les engagements du CSIS. Donc maintenant, on attend le côté opérationnel de ces engagements, et on espère aussi que bien sûr le débat va avoir lieu pendant la présidentielle. Il y aura des choix très importants à faire, et que là aussi le choix d'investir, d'innover sera fait. Camilla Mamal, donc c'est vous qui allez conclure en une phrase, comme tout le monde. Votre regard, donc, enfin la conclusion, qu'est-ce que, par rapport à votre connaissance des autres pays, par rapport à la France, un peu englué quand même dans ces déficits. Voilà. Alors je ne voudrais pas que ce soit pris comme des recommandations officielles de l'OCDE, puisque nous n'avons pas étudié directement le cas, mais il y a des choses que je peux dire où je ne prends pas trop de risques. Et on a vu beaucoup l'équilibre, les dépenses, le contrôle des dépenses, mais il y a aussi la partie des recettes. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais cette semaine, Boris Johnson vient d'annoncer une augmentation de 1,5% de la contribution pour la santé. Voilà, absolument, oui. Donc, des impôts et des dépenses pour l'investissement, on va dire, pour la santé. Et donc, ce serait peut-être de regarder les deux côtés et
diversifier, de penser à diversifier les sources de financement, ne pas dépendre forcément que d'une source de financement, mais de vraiment avoir un esprit ouvert sur les différentes manières de financer ce qui est une priorité, et donc d'ouvrir un petit peu peut-être la vue sur comment se définit le déficit par rapport à quoi, et quelles sont les recettes. Où est-ce qu'on peut aller chercher de l'argent alors, auquel on n'a pas pensé encore? Alors, les complémentaires santé, c'est fait. L'industrie, ça a été fait. Dans beaucoup de pays de l'OCDE, la question ne se pose pas sur quelles sont les recettes spécifiques. C'est vraiment un débat général et holistique sur quelle place on veut donner à la santé, quelle est la part de la santé dans toutes les dépenses publiques, et en regardant l'intégralité des revenus. La présidentielle aussi. Et après, de voir quelles sont les taxes les plus efficaces, efficientes, avec le moins de distorsions, etc. D'accord. Merci beaucoup, mesdames. Merci monsieur tout seul maintenant.